Bonjour, très heureux de vous retrouver donc pour la deuxième partie de ce cours sur la tenue de route. Donc aujourd'hui on va regarder plus particulièrement ce qui va vous permettre donc d'effectuer des diagnostics et des opérations de maintenance. Pour cela, il va vous falloir connaître bien sûr les différentes côtes géométriques et leur influence, les efforts exercés sur le sol, entre la roue et le sol, donc au point de contact entre le sol et la roue, les efforts qui sont exercés par la moto et par le sol, des notions de couple gyroscopique, comme des notions de couple de rappel de roue, les différents troubles, bien sûr, on abordera les différents troubles de comportement et leurs origines, et les conséquences éventuellement pour le pilote, et les actions de maintenance qui sont à réaliser sur votre moto. Alors, les différentes côtes géométriques. On va toujours partir d'un point qui est central sur une moto, c'est le centre de gravité. Alors sur une moto, il va se situer à peu près au niveau du pignon de sortie de boîte, aux alentours du pignon de sortie de boîte. Si par contre on avait un pilote par-dessus, le centre de gravité pilote plus moto se situerait à peu près au niveau des pipes d'admission de la moto, ou alors au niveau du plan de joint, à peu près au niveau du plan de joint du couvre-culbuteur. Voilà, alors donc on a des axes de roue, on a des points de contact au sol, donc A et B. La distance donc entre le point de contact au sol de la roue avant et de la roue arrière, c'est l'empattement. On a une nouvelle côte géométrique qui est l'axe de direction, donc avec sa projection au sol, le point C qui est ici, et on a la petite distance AC, donc qui est le départ au sol, ou ce qu'on appelle la chasse linéaire. Cet axe de direction, donc qui passe par la colonne de direction à un angle par rapport à la verticale ou par rapport à l'horizontale, ça va dépendre de ce que vous allez lire. Si vous avez des angles supérieurs à 45 degrés, c'est qu'on est en train de vous donner un angle de chasse par rapport au sol, donc par rapport à l'horizontale. Par contre, si ça fait moins de 40 degrés, vous êtes sur un axe, une mesure qui est prise par rapport à l'axe vertical. Voilà, donc ça c'est l'angle de chasse. Ces côtes-là principales sont celles qui vont gérer un petit peu le fonctionnement de votre partie cible. On a une petite côte que je n'ai pas mise là, mais qui est la petite côte qu'il y a entre l'axe de direction et l'axe de suspension, ne pas confondre. Il y a un petit déport, donc ce petit déport va donner un petit peu le ressenti que va avoir le pilote en conduisant, soit avoir une direction qui va lui paraître relativement facile à manœuvrer, ou au contraire un petit peu plus lourde en fonction de cette distance, donc ce déport qu'il va y avoir entre le tube de fourche, donc l'axe de suspension, et l'axe de direction. La position du centre de gravité va nous donner des déports avant et des déports arrière, c'est-à-dire donc des distances entre le centre de gravité et le point de contact de la roue avant et le contact de la roue arrière. Alors on verra tout au long de ce cours l'importance de connaître cette valeur-là, parce que c'est de cette valeur-là que vont dépendre la répartition de charge, puisque la somme des moments des forces exercées en A et en B, cette somme des moments au point G doit être égale à 0. Mais ça, vous verrez ça, le prof d'AFS. Alors, quand on a le poids total de la moto, il s'exerce sur le point G. La moto étant en appui sur ses deux pneus au sol, on va avoir donc une action de la moto sur le sol et une réaction du sol sur la moto à l'arrière et à l'avant. Cette force, bien évidemment, R, va dépendre de la charge qui s'exerce sur chaque roue. Poids donc égale la somme de R arrière plus R avant. Que dire de plus là-dessus? Pour les connaître, en règle générale, on ne va pas s'embêter. On va mettre des pèse-personnes et puis on va mesurer le poids qui s'exerce sur chaque roue. Alors nous on l'a fait sur notre MT-09, vous voyez, on a posé, alors comme on n'avait pas deux pèse-personnes, on a mis un pèse-personne et puis sur la roue arrière on a mis des cales qui donnent la même hauteur que le pèse-personne pour pas qu'il y ait de déséquilibre, d'inclinaison de moto, afin de bien connaître la charge sur l'avant et sur l'arrière. Et ensuite donc on a la répartition. Alors vous allez me dire mais à quoi ça sert cette répartition? Eh bien c'est tout ce que nous allons voir durant tout ce cours. Pourquoi il est important de connaître
ces valeurs de répartition. Après, on va voir également, mais peut-être pas dans ce cours-là, parce que c'est une étude beaucoup plus approfondie, et à mon avis, elle sera un peu lourde pour aujourd'hui, c'est sur tout ce qui est couple de renversement, cabrage, ainsi que des reports de charge, freinage, accélération. Ça, on le verra beaucoup plus tard quand vous serez en terminale. Alors, les notions de base que vous avez à connaître. Pour qu'une moto aille droit, il faut qu'en permanence, les axes de roue doivent être parfaitement, les points de contact doivent être alignés par rapport à l'axe d'avancement. C'est l'axe donc qui comprend donc les deux points de contact des roues au sol et l'avancement. Il faut que cette droite entre le point de contact arrière et le point de contact avant soit parfaitement confondue avec l'axe d'avancement de la moto. Pour cela, pour que ça soit confondu, il va falloir que d'une part nos deux axes de roue soient parallèles entre eux. Donc ici, il faut absolument que nos deux axes soient parallèles. Et il faut également que chaque axe soit perpendiculaire à l'axe d'avancement de la moto. Si ces conditions-là sont réunies, notre véhicule va avancer droit. Donc, il est important donc d'avoir les axes de roue qui soient perpendiculaires à l'axe d'avancement et les axes de roue qui soient parallèles entre eux. Si on est dans ce cas de figure, pas de problème, on va aller donc tout droit. Par contre, si on a un décalage, on va voir que si on décale automatiquement, si un axe n'est plus parallèle, un axe de roue n'est plus parallèle à l'autre axe de roue, on va avoir un décalage et on va avoir un braquage qui va être généré. Alors, on va voir donc là la roue arrière, on positionne le châssis, on positionne le bras oscillant, qui donc va englober la roue arrière et va être relié au châssis. Et on va avoir donc généralement, le bras oscillant n'a aucun mouvement de torsion par rapport au châssis, donc il reste en ligne avec le châssis. Donc on peut considérer que si notre axe de roue arrière est perpendiculaire à l'axe du bras oscillant, il devient automatiquement perpendiculaire à notre axe de châssis, donc dans le sens d'avancement de la moto. Si maintenant on regarde du côté de l'avant, eh bien on remarque que l'avant, le train avant, lui, est monté autour de l'axe de direction, donc il va pouvoir osciller, tourner autour de l'axe de direction, donc autour du châssis. Donc ce qui va faire que notre axe de roue avant risque effectivement de se décaler par rapport à notre châssis. Donc on va pouvoir faire du braquage, et auquel cas, si la roue est braquée, automatiquement on ne va plus droit, on va dévier de notre trajectoire. On va s'en servir d'ailleurs quand on va manœuvrer une moto. Alors, on continue avec les notions de base. Ça c'est du rappel puisqu'on l'a déjà vu. On a vu que la moto est un solide déformable, puisqu'on a des éléments élastiques qui relient les éléments rigides. On va regarder tout cela. Donc on a les éléments rigides avec les roues, le châssis, le bras oscillant, qui sont reliés les uns aux autres par des éléments élastiques donc déformables, ce qui fait que nos cotes géométriques que nous avions à la base, la cote donc notamment l'empattement, et bien cet empattement va varier en fonction de nos écrasements ou nos allongements de nos éléments élastiques, donc de nos suspensions. Le bras oscillant peut tourner donc autour de l'axe des aides, autour du châssis, et l'axe de train avant va pouvoir tourner autour de la colonne de direction par rapport au châssis. Si on regarde un petit peu ce qui se passe, donc on va voir une orientation de roue qui va pouvoir se déplacer par rapport au châssis, et aussi bien à la compression qu'à la détente, pareil pour l'avant. Et vous remarquerez donc que si vous prenez la côte entre les deux axes de roue, et bien cette côte va varier. Donc on va avoir un empattement qui va varier tout au long du fonctionnement d'une moto, normalement sur la route. Donc notre châssis, lui, va osciller entre l'avant et l'arrière, et il est évident que quand on travaille sur une partie cycle, on essaie d'harmoniser un petit peu ces mouvements de telle façon à ce qu'il n'y ait pas de brutalité dans l'écrasement avant ou la détente arrière, et ainsi de suite. Donc en fonction du débattement qu'on va avoir, alors généralement on parle, vous verrez dans les revues techniques, ils parlent de débattement d'axe de roue. Attention entre débattement de suspension et débattement d'axe. Il faut vraiment regarder de quoi on parle sur les revues techniques. Alors, le débattement court va limiter automatiquement la déformation géométrique, donc ça va être plutôt adapté sur les motos de route.
Et puis par contre, un débattement long va être beaucoup plus adapté au tout-terrain, puisque plus on aura de débattement, plus on va pouvoir faire bouger notre empattement, donc modifier nos cotes géométriques de notre véhicule. Attention, évidemment, ce qui veut dire que si je modifie mon empattement, on avait vu dans un cours précédent que l'empattement était la base de la stabilité ou de la maniabilité. Il est évident que plus l'empattement va varier, va se raccourcir, par exemple, plus la moto deviendra maniable, ce qui est très pratique pour entrer dans un virage, notamment en cross, mais par contre, la maniabilité va en prendre un coup, et donc la stabilité va en prendre un coup. Donc si la stabilité est moindre, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir atteindre de haute vitesse avec une moto, par exemple, de tout-terrain, par rapport à une moto de route. Alors on va regarder ce qui se passe maintenant au niveau d'une roue à l'arrêt. Alors, j'ai ma roue, son point de contact au sol, le point haut, et je vais regarder la charge qui s'exerce sur la roue, donc le poids, l'action du poids sur la roue avant va s'exercer sur le sol va renvoyer une force équivalente, la roue ne va pas s'enfoncer, elle va rester donc stable, donc ça c'est normal. On va regarder maintenant quand on tourne, qu'est-ce qui se passe? On va faire tourner cette roue, donc ce qui veut dire qu'on va générer un couple sur l'axe de rotation de la moto. Alors, bon, ça c'est juste pour vous montrer que quand on veut chercher la hauteur, par exemple, on va commencer à incliner la moto. On va voir, quand vous cabrez, par exemple, bien, automatiquement, le centre de gravité, lui, se déplace. Et en se déplaçant au niveau longitudinal, on se rend compte que la distance entre la roue arrière et la roue avant va diminuer. Donc on va avoir la charge sur la roue arrière qui va augmenter et la charge sur la roue avant qui va diminuer. Donc ça c'est le report de charge simple. Alors, hop, ici, voilà, donc on va voir les efforts sur les roues qui vont automatiquement différer en fonction de la situation. Alors donc on a un couple sur la roue arrière, sur l'axe de roue arrière, donc en C. Ce couple moteur donc peut se décliner par une force multipliée par une distance. Le couple en mètres newton, c'est une distance, mètre, newton, force. Donc pour retrouver la formule, c'est simple. Un couple, c'est une distance multipliée par une force, son unité nous l'indique, mètre, newton. Donc on a ici la distance D, pour nous c'est le rayon de la roue, donc on va pouvoir décliner le couple généré par le moteur et modifié par le système de transmission qui va arriver donc à l'axe de roue arrière. On va pouvoir le décliner en une force donc tangentielle qui elle va nous donner donc en fonction de D la valeur de cette force par rapport au couple qui est exercé sur l'axe de roue. Donc on va avoir une force qui va être donnée en fonction de notre accélération, par exemple, du régime auquel on va se trouver. Le moteur dont on va fournir un certain couple. Ce certain couple va être modifié et transmis à la roue arrière. Et automatiquement, ça va nous donner cette force qui va permettre au véhicule d'avancer, de faire retourner la roue sur le sol, tout autant, évidemment, que notre sol résiste. C'est important. Si le sol ne résiste pas, on a beau faire retourner notre roue, on n'avancera pas. Notre axe, notre point C restera statique. Donc pour qu'il puisse avancer, il faut qu'on soit en contact avec le sol et que le sol résiste. C'est important. Donc on va avoir la résistance du sol par rapport à la force qui va nous permettre donc de faire déplacer notre point C. Alors on va revenir ici, très bien, on a notre force F qui est donc la force générée par le couple qui est sur l'axe de roue arrière. Bon, il va dépendre évidemment de la production énergétique du moteur, donc du couple moteur directement, mais maintenant on va regarder si le sol résiste suffisamment. Et qu'est-ce qu'il faut pour que le sol résiste? Donc si par exemple la roue patine, donc si le sol ne résiste pas, on va avoir la roue qui va tourner dans le vide. Donc si on a un coefficient d'adhérence qui est nul entre les deux. Donc automatiquement, dès qu'il va y avoir coefficient d'adhérence, il y aura automatiquement possibilité, je ne dis pas que ça va avancer, mais possibilité que notre véhicule avance, que notre roue se mette en déplacement, son axe se mette en déplacement, en translation. Alors, donc, ce petit coefficient d'adhérence va générer une réaction donc, qui va s'opposer à la force F, donc la force S qui va s'opposer à S, et donc à partir de là, on va vérifier que S c'est la valeur maximale
que va pouvoir transmettre le sol, hein, pour résister à la route. Ce qui veut dire que donc, et ça va dépendre du poids, hein, S va dépendre, cette force, du poids et du coefficient d'adhérence. Le poids, c'est la charge de la roue avant. Donc vous comprendrez que quand vous allez, par exemple, accélérer, la charge sur la roue avant va diminuer. Donc du coup, la force qu'on va pouvoir transmettre au sol sur la roue avant sera beaucoup plus faible. Je vais prendre le cas de la roue arrière, où là je suis en phase pour pouvoir accélérer. Si ma roue se déleste, ma roue arrière se déleste, eh bien je ne vais pas pouvoir passer peut-être l'intégralité de la force qui est générée par le couple moteur modifié par la transmission. Donc la charge est importante et c'est la raison pour laquelle quand on prépare une moto ou quand on regarde la moto d'un client, eh bien, on va vérifier un petit peu à la base quelles sont les charges qui sont sur chaque roue. Alors ça va nous donner, donc là je vous ai mis quelques coefficients d'adhérence et vous l'avez dans le cours de toute façon. Alors ce qui est intéressant de regarder, c'est donc en fonction de la charge qu'on exerce sur le sol, eh bien on va pouvoir, c'est P1 et P2, hein, on voit qu'on a une réaction du sol qui va être plus ou moins importante, S1, S2, à savoir que le coefficient d'adhérence va nous donner la tangente de l'angle, et donc l'inclinaison, hein, de la résultante entre le poids et la résistance. On va avoir une résultante. Cette inclinaison-là donc, va nous permettre bien de savoir si la force que nous allons réellement exercer, est-ce qu'elle n'est pas trop importante, et donc à partir de là, le sol ne pourrait pas accepter cette quantité de force, et donc du coup il y aurait un léger patinage. Donc dans le cas numéro 1, on voit que F2 est inférieur à F1 pardon, est inférieur à S1, c'est donc la force que l'on veut transmettre au sol est inférieure à la force que l'on pourrait transmettre au sol, donc F1 donc, est plus faible que S2, donc la force probable, hein, possible que le sol peut accepter sans patinage. Et auquel cas, évidemment, la moto ne va pas patiner et on va pouvoir faire avancer notre véhicule. Par contre, dans le deuxième cas, on a la force F2, donc c'est la force que l'on veut transmettre au sol, hein, qui est supérieure à la force S2, qui est la force que le sol peut admettre. Hein, auquel cas, on a cette force donc qui va être plus importante, et de ce fait, eh bien, le sol ne va pas pouvoir accepter l'intégralité de la force qu'on veut lui transmettre, et donc une partie de cette force va partir en fumée en faisant tourner le pneu. Donc c'est à nous de faire attention. Alors il y a des systèmes d'anti-patinage qui sont là pour ça, ou dans le cas du freinage, puisque ça vaut aussi pour le freinage, eh bien on va avoir les ABS qui vont intervenir à un certain niveau, hein, quand notre force F va légèrement dépasser la force S, eh bien les systèmes d'anti-patinage ou d'anti-blocage de roues sur les freinages vont commencer à intervenir pour limiter notre force F afin qu'elle soit toujours admissible par le sol. Et vous remarquerez que cette force S, pardon, donc l'admissibilité du sol dépend également de la charge sur la roue. Plus on aura de charge sur la roue, plus on va pouvoir transmettre d'efforts au sol. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà pourquoi il est important de connaître la charge sur chaque roue, puisque la valeur des forces transmissibles au sol en dépend de cette charge. En plus du coefficient d'adhérence, évidemment, mais lui, généralement, le coefficient d'adhérence, il ne varie pas, sauf si on rentre dans du mouillé, voilà, des choses comme ça. Mais bon, sur le sec, par temps normal, eh bien, le coefficient d'adhérence va rester relativement stable. Par contre, la charge que l'on va avoir en fonction des accélérations et des freinages va varier. Et donc, notre force admissible par le sol va varier également. C'est pour ça que nos systèmes électroniques vont venir nous aider pour éviter effectivement que on a un dérapage, hein, un patinage de la roue sur le sol. Vous avez pu voir, pour ceux qui regardent les Grands Prix, la récupération électronique de Miller à plus de 200 km/h en courbe, hein, quand il a remis un peu trop de gaz et à partir de là il a donc transmis au sol une force supérieure à ce que le sol pouvait admettre, automatiquement la roue a déclenché, hein, elle a patiné, donc il a perdu l'adhérence, et en perdant l'adhérence, qu'a fait l'électronique? Immédiatement elle est intervenue sur la production d'énergie, donc au moteur, hein, ils ont réduit
la production, en coupant les gaz, tout simplement, ou légèrement, c'est pas du on-off. Donc il coupe légèrement les gaz. À partir de là, on revient dans une force qui est admissible par le sol, et la moto récupère sa ligne droite, avec la dextérité du pilote, évidemment. Alors, on va regarder qu'également, quand on va mettre cette roue en mouvement, autour de son axe des Z, une roue, elle va être soumise à des phénomènes gyroscopiques. Alors, on a vu dans le cours précédent l'avantage du moment d'inertie de la roue, c'est-à-dire ce moment d'inertie qui permet à l'axe de roue de se redresser, comme la toupie, et de permettre donc à la moto de pouvoir se relever et rouler droit. Donc ça, c'était les effets, le moment d'inertie des roues. Maintenant, on va regarder un petit point néfaste dans un solide qui tourne, c'est les couples gyroscopiques. Le couple gyroscopique, donc, c'est simplement quand on fait tourner une roue autour de Z, donc de son axe, quand on fait tourner la roue autour de son axe, et bien, suivant ce qu'on va faire sur les deux autres axes, X et Y, et bien, si on fait quelque chose sur X, il va se passer quelque chose sur Y. Et si on fait quelque chose sur Y, il va se passer quelque chose sur X. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, on tourne autour de notre axe Z. Alors, désolé si ça tourne un peu de traviole, mais voilà. Elle tourne. Normalement, droit. Il est évident que je parle là d'une roue qui est parfaitement équilibrée. C'est-à-dire que la répartition des masses autour de son axe est parfaite. Il n'y a pas de déséquilibre. Si c'était le cas, évidemment que cet effet négatif donc, de couple gyroscopique serait décuplé. Alors, on va regarder, donc si je braque, donc c'est-à-dire je vais faire une rotation sur Y, donc je m'en retourne. Alors, vous pouvez faire expérience à la maison, vous prenez une roue de vélo par son axe, vous la faites tourner, et puis vous allez essayer de braquer autour de l'axe des Y, donc de faire braquer la roue, et vous allez voir ce qui se passe. Donc, si je fais ça, je vais avoir automatiquement un couple qui va se faire sur l'axe des X. Donc si je tente de braquer une roue qui tourne, eh bien la roue va générer, ce braquage va générer un contre-couple qui lui va se faire sur l'axe des X et qui va avoir pour effet de faire pencher la roue. Donc sur les X, on va avoir un couple qui va être généré, et donc si je tourne autour des X, automatiquement, je penche ma moto. Alors vous allez me dire, c'est génial. Si je veux tourner, alors c'est toujours dans le sens inverse, si je tourne à droite, ça penche à gauche, si je tourne à gauche, ça penche à droite. Donc je vais m'en servir pour conduire. Oui. Ça c'est ce qu'on peut utiliser, les pilotes l'utilisent effectivement dans la conduite, mais ce n'est pas le couple gyroscopique qu'ils utilisent, en fait, c'est les effets d'inertie au niveau du sol, les effets d'inertie latérale qui font que ça ramène le pneu. Mais nous, ce qui est important, c'est que ce couple gyroscopique, vous comprendrez bien que quand on est sur une roue arrière qui est enfermée dans son bras oscillant, c'est pas gênant. Quand on est sur une roue avant, dont l'axe des Y est libre de tourner autour de notre châssis, et bien là, ça va commencer à poser des problèmes. On va voir tout ça. Donc, la moto va pencher naturellement, et si je penche, ma roue va braquer. Donc, quand vous penchez en moto, automatiquement, vous avez l'effet inverse qui se produit. Vous avez la roue qui va braquer. C'est pour ça que des fois, on est obligé de forcer un peu sur le guidon. Mais on va également s'en servir pour pouvoir redresser plus rapidement une moto. Si je braque dans le sens du virage, eh bien ma moto naturellement va se relever. Alors ce n'est pas que le couple gyroscopique, je vous dis, il n'intervient que très peu. Ce qui intervient beaucoup, ce sont les effets d'inertie. Nous ne nous trompons pas. Donc voilà, ce qui fait qu'on va avoir notre roue, du fait qu'il y ait ces effets négatifs d'effets gyroscopiques, ça va rendre notre roue instable, instable autour des Z, autour des X, elle va être instable. Donc il va falloir qu'on trouve une solution. Alors on va regarder ce que je vous disais tout à l'heure, donc ça c'est les oscillations. On va regarder les conséquences sur les divers trains, train avant, train arrière, mais il est à noter que donc, plus la roue est lourde et grande, donc plus les effets du couple gyroscopique vont se faire ressentir. Alors on va regarder sur la roue arrière, la conséquence sur le train arrière du couple gyroscopique de la roue arrière. Eh bien on va avoir donc autour des Z la roue qui va tourner. Quand je vais par exemple pencher, je vais pencher sur les X, donc je vais incliner ma roue, automatiquement
je vais avoir un braquage qui va se générer sur Y. Donc c'est-à-dire que ma roue, elle va vouloir braquer. Elle va vouloir braquer. Bon, là, elle est enfermée, très bien, on ne bougera pas, hein, mais sachez quand même que hein, on va avoir cette tendance hein, à vouloir, quand on penche, hein, notamment sur le train arrière, on va avoir tendance à avoir la roue qui va vouloir braquer. Donc ce qui veut dire que si elle braque, on va forcer sur des éléments, hein, et ces éléments donc sont les liaisons entre la roue et le bras oscillant, et par répercussion, la liaison entre le bras oscillant et le châssis. Donc il va falloir qu'on soit très attentif à ces points-là de maintenance, hein, puisqu'on l'a vu, hein. Qui dit mouvement dit contact dit usure, qui dit usure dit automatiquement point de maintenance. Donc en termes de train arrière, voilà ce qu'il va falloir que vous alliez contrôler, hein, afin de vérifier si vos effets normaux, hein, les effets gyroscopiques normaux, n'endommagent pas trop hein, vos liaisons, donc vos roulements de roue et vos roulements de bras oscillants. Voilà, s'ils sont endommagés, vous comprendrez que on va pouvoir maintenir notre roue en permanence dans l'alignement du châssis d'avancement, et donc du coup on peut avoir un véhicule qui ne va plus très droit. Vous l'avez remarqué si vous avez une roue voilée, hein, ça fait comme ça. Voilà, on va regarder maintenant sur le train avant les conséquences. Alors là, elles sont doubles, hein. On a vu que c'était surtout quand on penchait qu'on générait un couple gyroscopique qui tendait à faire braquer la roue, et donc là c'est là qu'on tapait sur les roulements de roue et de bras oscillants. On va voir que sur le train avant, ben, c'est à la fois quand on branque, à la fois quand on penche. Donc vous comprendrez aussi que les points de liaison, ben, ils sont soumis à des contraintes quand même relativement importantes. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les contraintes, et on va le voir par la suite. Donc si jamais je penche, ben, je vais générer une rotation autour de l'axe de direction. Et puis, si je braque, eh bien, je vais générer une inclinaison autour des X. Donc, on va avoir les roulements de direction et les roulements de roue qui vont être hyper sollicités. Mais c'est pas tout. Le problème, c'est que ma roue, quand on roule, ben, tant que la route est parfaitement droite et plane, tout va bien. Mais c'est jamais plan hein, et rectiligne. Donc, on va avoir des petits défauts sur la route qui vont faire que ben, on va modifier la charge sur notre roue, et donc à partir de là, on risque très bien d'avoir une roue qui risque de se mettre en mouvement. Hein. Donc, ces effets gyroscopiques sur la roue avant, eh bien, on va voir hein, la contrainte que ça nous génère, et ce qu'il a fallu faire hein, pour bien sûr annuler hein, les effets du couple gyroscopique. Je vous rappelle qu'une direction doit être irréversible. Ce qui veut dire qu'il y a seulement le pilote qui peut changer hein, de direction. La moto ne doit pas changer de direction toute seule. C'est-à-dire que la roue avant ne doit pas braquer toute seule. Voilà. Il n'y a que le pilote qui peut générer cette rotation-là, pas la moto. Et quand on a une liaison comme celle-là, eh bien, naturellement, la roue va vouloir braquer. Naturellement. C'est obligé. Ça ne peut pas être différemment. Donc il va falloir trouver une astuce hein, pour que cette roue elle reste droite. Et on va le regarder tout cela. Voilà, donc ça c'est un petit peu la présentation de ce couple gyroscopique qui peut être à la fois un peu bénéfique mais surtout néfaste. Hein. Donc il va falloir qu'on travaille hein, sur des éléments en maintenance, donc il va falloir qu'on surveille les roulements de roue et les roulements de direction. Hein. Donc ça va être important quand même à avoir bien en tête les efforts qu'ils reçoivent, en même temps que les roulements de direction vont encaisser tous les efforts de freinage, hein, notamment qui sont relativement violents, puisqu'on arrive à des décélérations de 1,2 G, donc ce qui fait que les forces sur les roulements sont relativement importantes. Donc c'est un point crucial hein, de maintenance à vérifier, les roulements de direction et bien évidemment les roulements de roue. Alors, on va regarder un caddie. Comment ça marche une roue de caddie? Alors, vous êtes tous allés faire les courses. Hein. Il y a l'axe de roue, donc la projection au sol de l'axe de roue. Et puis on a l'axe de direction de notre roue de caddie. Je parle là de roue de caddie orientable, évidemment. Donc on a A, le point de contact de la roue au sol, B, la projection au sol de notre axe de direction. Voyons maintenant, on a une petite distance qui est là. Hein. On va voir ce que c'est. Cette distance, en fait, c'est exactement la même que celle que vous aviez sur votre moto.
rappelez-vous, hein, quand on a fait la projection de l'axe de direction au sol et la projection, le point de contact pardon, au sol du pneu, la distance entre les deux, c'était donc le départ au sol, la chasse linéaire, et on a vu que cette distance-là variait hein, en fonction de la déformation géométrique de notre moto. Mais voyons un petit peu à quoi ça sert, cette chasse linéaire. Alors, si je pousse mon calier et que j'essaie d'avancer, donc j'ai ma roue qui va se mettre en rotation autour de son axe de rotation, hein, voilà, et le sol va commencer à lui résister. Automatiquement, si j'arrivais à pousser parfaitement tout le temps ma roue en ligne droite, je vous dis, waouh, on est champion du monde. Malheureusement, il y a toujours un gravillon, il y a toujours une infractuosité sur le sol qui va faire qu'on va dévier notre roue puisqu'elle est libre de mouvement, elle peut tourner, donc elle est libre de mouvement, donc elle va pouvoir rentrer en rotation. Et là, on va voir que naturellement, hein, la roue, quand on va la déplacer, sous l'effet gyroscopique et la résistance du sol, donc on va avoir la roue qui va revenir hein, toujours avec l'axe de direction, la projection au sol de l'axe de direction sera toujours positionnée dans l'avancement devant l'axe de roue. C'est-à-dire que en fait, quand vous regardez votre moto et que vous tournez votre guidon, votre roue ne tourne pas autour du point de contact qui est au sol de la roue, mais elle tourne autour du point dans la projection au sol de l'axe de direction. Voilà, et quand vous avez pu le remarquer sur les caddies, donc quand ils sont placés donc, dans le premier cas de figure, donc avec l'axe de roue qui était devant l'axe de direction, ben, automatiquement ça va inverser, donc on va automatiquement positionner l'axe de direction devant l'axe de roue dans le sens de l'avancement. Et vous remarquerez que quand vous allez avancer, votre roue va faire un peu le drapeau, hein, et chaque fois elle va revenir dans l'axe. Elle va se décaler, mais elle va revenir. Elle ne tourne plus dans ce cas-là. Donc ça, on va regarder un petit peu au sol pourquoi, hein, ce qui se passe. Donc on s'aperçoit que donc, le point de contact hein, de la roue au sol va tourner autour de la projection au sol de l'axe de direction, le point B. Donc A va tourner autour de B. On va regarder ce que ça donne au niveau du sol. Là, on a agrandi un petit peu. Hein. Donc on a la distance entre A et B, qui est la valeur de notre chasse linéaire. A a une trajectoire donc courbe autour de B, hein, et B est en avancement de ce côté-là. Donc, tant que ma roue reste droite, mes deux forces qui s'exercent en A et en B s'annulent, la roue reste droite. Maintenant, on va voir si un léger braquage intervient parce que ben, y a une saleté hein, sur la route qui va faire que ça va me dévier ma roue, hein, et donc elle va se décaler. Auquel cas, je vais avoir A qui va passer en A', ici. Voilà, A'. La force F, elle reste toujours au même, hein, toujours parallèle, dans le sens opposé hein, que la force qui s'exerce en B. Auquel cas, on va avoir à ce moment-là un petit couple de rappel qui va se créer. Hein. Donc on va avoir une petite force F1, c'est ce que le sol oppose hein, au déplacement latéral de ma roue. Hein, je vais avoir une force F1 qui va être générée. Cette force F1 va être tangentielle à l'arc de trajectoire de mon point A. Et du coup, bah, ça me fait une distance AB' multipliée par F1. Ça me génère un petit couple qui va avoir pour effet de me ramener la roue en ligne droite. C'est ce qu'on appelle donc le couple de rappel. Et donc, vous comprendrez bien que plus la distance AB est importante, plus la valeur du couple de rappel de la roue en ligne droite sera important. Donc, plus le couple de rappel en ligne droite est important de la roue, eh bien ça veut dire que notre moto elle va rester beaucoup plus stable, elle va garder davantage sa trajectoire. Mais aussi ça va nous imposer que du coup notre moto sera beaucoup moins maniable. Voilà donc notre petit couple de rappel donc, qui a la valeur D, c'est la valeur de la chasse linéaire, multipliée par la force F1, donc qui est générée par le braquage hein, de notre véhicule, la résistance du sol au braquage, et ça va nous faire un petit couple de rappel qui va nous ramener tout le temps notre roue en ligne droite. Et si vous aviez un microscope hein, quand vous conduisez votre moto, eh bien vous remarqueriez que le guidon n'est jamais parfaitement à zéro. Il est toujours 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, tout le temps. Tout le temps. C'est pour ça que quand, par exemple, vous rentrez en guidonnage,
et bien là, ça veut dire que vous n'avez plus de charge sur le sol. Hein, voilà, et du coup, la roue, elle est livrée à elle-même. Et quand elle est livrée à elle-même, parce qu'il n'y a pas de résistance au sol qui l'empêche, dans ce couple de rappel, qui l'empêche de la ramener et de la maintenir en ligne droite, eh bien, on a une roue qui fait un petit peu le drapeau par rapport à la direction. Et là, vous avez tous vécu la chose, d'avoir, voilà, ça bouge, c'est pas très confortable, et ça fait même peur. Voilà, donc le couple de rappel, voilà pourquoi on laisse de la chasse linéaire. Plus on a de chasse linéaire, donc plus on a de distance au sol, donc de distance entre le point, la projection au sol de la direction et l'axe de roue, plus le couple de rappel sera important. Et plus il sera important, plus la moto sera relativement stable. Mais si elle est stable, automatiquement, ça va occasionner une perte de maniabilité. C'est pour ça que quand on calcule, quand les constructeurs établissent la valeur de la chasse linéaire, évidemment, ils veulent que leur moto soit stable, mais qu'elle soit également maniable. Et vous aurez remarqué que plus je vais incliner ma fourche, puisque les fourches et les directions sont inclinées, sont parallèles les axes, mais plus je vais incliner, plus je vais avoir une distance qui va augmenter entre la projection au sol de ma direction et la roue. Donc je vais augmenter également la chasse linéaire, ce qui fait que je vais avoir une moto qui sera beaucoup plus stable quand elle sera très inclinée que quand je vais relever, je vais rentrer ma fourche par rapport à la verticale, je vais mettre moins de degrés, auquel cas je vais réduire naturellement ma distance au sol, donc ma chasse linéaire, et du coup ma roue elle va devenir un peu plus instable. Alors, que vont faire les constructeurs pour pallier à cela? Eh bien, ils vont sur des motos sportives par exemple, comme on veut de la stabilité, mais qu'on veut également de la maniabilité, eh bien, on va trouver un artifice à cette valeur de chasse linéaire qui naturellement crée un couple de rappel de la roue. Eh bien, on va trouver un artifice en mettant un amortisseur de direction. C'est-à-dire qu'on va aider la roue, le phénomène naturel de couple de rappel, on va l'amplifier par un amortisseur de direction. Voilà. Mais plus la roue va tourner vite, évidemment, plus les effets du couple gyroscopique seront importants. Voilà, et le couple, le moment d'inertie de la roue et de sa jante, donc la valeur de la chasse linéaire va dépendre généralement du moment d'inertie de la roue. Et donc le moment d'inertie de la roue va dépendre évidemment de son poids, mais également de son diamètre. Donc c'est ce qui va faire qu'un constructeur, en fonction de la jante qu'il va utiliser, des pneus qu'il va utiliser, eh bien il va mettre plus ou moins de chasse linéaire au sol. Donc en même temps, plus il sera lourd et plus ça tournera vite, plus effectivement il va falloir que je mette une distance un peu plus importante parce que le couple gyroscopique sera plus important, il va falloir que je le combatte. Alors, plus la chasse linéaire est grande, plus le couple de rappel donc est important, donc la moto restera plus facilement en ligne droite, mais si elle reste plus facilement en ligne droite, vous l'aurez compris, on aura plus de difficultés à la basculer en virage, puisque la stabilité s'oppose à la maniabilité, et c'est toujours un compromis que fait un constructeur, c'est d'essayer de faire quelque chose qui soit à la fois stable et à la fois maniable. Donc quand il veut faire quelque chose de stable et qu'il a fait d'abord géométriquement une moto maniable, eh bien il va mettre les artifices, ce que je vous disais tout à l'heure, sur les amortisseurs de direction. Voilà, c'est important cette chasse linéaire, parce que souvent on a des fantasmes là-dessus, mais voilà à quoi elle sert. Voilà cette petite distance, à quoi elle sert. Voilà, c'est terminé pour cette première partie, très théorique. Vous avez pu voir un petit peu ce qu'était le couple gyroscopique, le couple de rappel, les efforts sur la roue. On va parler maintenant de troubles de comportement.